Je suis Manuel Peloal, actuellement professeur en histoire de l'Espagne contemporaine à l'université d'Angers. J'ai soutenu ma thèse voici 19 ans, en 2001. Elle était dirigée par Jean-Michel Desvoix de Bordeaux-Montaigne et Carlos Serrano à Paris 4, Paris-Sorbonne actuellement. Voilà. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, licence, master, thèse, ou d'un parcours plus singulier? Alors, c'est un parcours très traditionnel, puisque ça a été l'ENS de Fontenay-aux-Roses, la licence, l'agrégation, et cetera, mais qui avait commencé de manière non conventionnelle, puisque je n'ai pas été à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans, et ça m'a donné une grande liberté d'esprit, et je m'en suis rendu compte plus tard. D'accord. Et par conséquent, vous êtes venu à la thèse de quelle façon? Alors, je suis venu à la thèse, j'aimais bien me poser des questions. À la base, c'était pas un élément ou un événement, c'était un problème que je me posais. Et ce problème, c'était comment, c'est comme ça que je me le posais à l'époque en tout cas, c'est comment des intellectuels qui, a priori, ont une grande capacité de jugement et de réflexion sur les événements, comment peuvent-ils, en venir à soutenir ou à accepter, des régimes politiques, qui sont contraignants et qui sont, attentatoires aux libertés, alors qu'eux-mêmes défendent les libertés, publiques? Et c'était ma problématique, comment il peut y avoir ce genre de compromission? Mais je les regardais bien sûr avec, l'œil d'une personne en 1995, et évidemment, tout le travail de la thèse, ça a été de se remettre, à l'époque des années 20, de l'entre-deux-guerres, ça a été de faire ce travail de remise au niveau, à l'époque, de revenir à une époque. Et donc, l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse, c'est justement cette réflexion personnelle de... Oui. d'ac- Oui, c'est Ok. ça, c'était une préoccupation, c'était un problème. C'est-à-dire que à l'origine de la thèse, pour moi, et c'est ce que je dis aux étudiants souvent, c'est d'abord se poser une question, c'est se poser un problème. C'est ça qui compte. Et le problème, voilà, c'est comment, en gros, des intellectuels, on était arrivés à soutenir ou en tout cas à accepter l'inacceptable. Hein, c'était ça le problème. Et en master, vous aviez étudié le même... Alors en master, j'avais étudié le premier master, enfin à l'époque c'était ma maîtrise, le premier j'avais étudié le théâtre, la dimension politique du théâtre espagnol, et puis après effectivement je m'étais intéressé à un intellectuel avant-gardiste, Jiménez Caballero, qui avait ce côté poreux. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ses porosités, parce qu'il a été l'un des premiers zélateurs du fascisme en Espagne, et en même temps c'est quelqu'un qui a été le fondateur et directeur d'une revue d'avant-garde qui était la Gaceta Literaria, la Gazette littéraire, et qui avait donc dans son entourage des gens de toutes les tendances politiques. Et il avait ce rôle, et en même temps, il est passé à la postérité comme le défenseur ardent et souvent considéré comme délirant du fascisme en Espagne. Très bien. Et pouvez-vous nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché précisément à démontrer dans votre thèse? Quelle était Alors, votre thèse, finalement? ma thèse, c'était, si j'ai eu parfois du mal aussi à l'exprimer, c'est que je suis partie de l'hypothèse, mais déjà, c'était pas quelque chose de circulaire. C'était pas, il s'est trouvé que j'avais une hypothèse de départ que je vous ai dite, et puis cette hypothèse, je suis allée plus loin. Et finalement, ce que j'ai voulu montrer, c'est combien les positionnements politiques dans un pays comme l'Espagne, qui était en train de se faire une place, d'essayer de retrouver sa place dans le concert des nations, ce qui est spécifique à l'Espagne, eh bien, comment, dans l'opinion éclairée, il y a une grande difficulté de positionnement politique en temps de crise, et qui n'est pas propre, hein, d'ailleurs aux intellectuels espagnols, mais qui est conditionnée par ce statut spécifique de l'Espagne. Alors ça, c'est ce que j'ai voulu montrer généralement. Et puis, j'ai montré trois choses. Alors, une chose qui est en Espagne et en Italie, qui est beaucoup plus acceptée qu'en France, c'est-à-dire que les intellectuels dits de gauche, hein, libéraux, ne sont pas aussi clairs que voudrait le croire la postérité. Deuxièmement, j'ai montré que la presse catholique, qui évidemment très rapidement peut faire un raccourci, catholique égale fasciste, en Espagne, bien sûr, ça peut se comprendre, mais que cette presse catholique tenait aux prérogatives de l'Église, et par conséquent n'était pas si favorable au fascisme italien. Et la troisième chose, c'est que, et ça aussi c'est un fait qu'on retrouve dans d'autres pays, c'est que l'anticommunisme est beaucoup plus fort que l'antifascisme, en tout cas dans l'entre-deux-guerres. Très bien.
Et par conséquent, mis à part votre directeur de thèse, quelqu'un a-t-il eu un rôle essentiel dans la rédaction de votre thèse, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou intellectuel? Oui, alors je dirais d'un point de vue intellectuel, d'abord toute la génération de 40 en France et en Espagne, c'était une génération extraordinaire, enfin c'est toujours une génération extraordinaire. Carlos Serrano, Michel Rall, Daniel Bussy. Alors Michel Rall et Daniel Bussy, je n'avais pas de relation spécifique, mais ce sont des gens qui m'ont beaucoup soutenu dès le départ. Et surtout ses collègues espagnols comme José Carlos Mainer qui me suivait depuis la maîtrise. Et Antonio Elorza, je le lisais beaucoup, je ne le connaissais pas personnellement, mais les gens de cette génération ont été très importants dans ma formation intellectuelle. Je citerai aussi Manuel Tuñón de Lara, que j'ai beaucoup lu, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître personnellement, mais dans ma formation, ils ont été importants. Après, à titre personnel, Rose Duroux, qui est professeure émérite à Clermont-Ferrand, qui m'a soutenu dès le départ et qui m'a soutenu à titre personnel, qui m'a encouragé, et ça, c'est aussi quelqu'un que je voudrais rappeler. Voilà, quelqu'un qui est aussi hors champ, et j'en finirai avec ces personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été importantes pour moi. C'est quelqu'un qui est moins connu, mais qui connaît très bien l'époque, et notamment la bohème littéraire. C'est Javier Barreiro. Alors, il n'est pas universitaire, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance de cette période et qui m'a beaucoup aidé aussi. Et d'ailleurs, le livre tiré de la thèse lui est dédié. D'accord. Donc vous avez publié. Donc après. Oui, alors assez longtemps après, parce que c'est pas un sujet qui en France. Alors, j'ai publié 2 livres, un aux Presses du Mirail, une petite anthologie commentée en espagnol. Et puis après, beaucoup plus tard, mais en 2015, donc 14 ans après, bon, la thèse, le champ n'avait pas été trop exploré. Après, donc elle n'était pas obsolète et je l'ai publiée chez Inclinaison en 2015, et là en version quasi complète avec juste une introduction remaniée pour le public français. Bon, mais oui, c'est un sujet qui intéresse en Italie, en Espagne, et les lecteurs que j'ai eus, c'était surtout dans ces pays-là. Et en France, disons que il y a des thèmes qui sont passionnants, mais qui sont beaucoup plus traités. Et ce thème-là, disons, est moins, je dirais, est moins attirant. Et c'est peut-être pourquoi j'ai attendu tant avant de publier la version complète. Très bien. Et est-ce que vous vous souvenez des difficultés que vous avez rencontrées lors de votre thèse? Alors, là, ce matin, je regardais, la seule difficulté, ça a été, et qui touche tous les doctorants, c'est cette peur de me mettre à rédiger. C'est-à-dire que je peux dire la thèse, ça a été les moments les plus heureux de ma vie universitaire et de ma vie académique et personnelle, parce que c'est les seules années où j'ai senti que je me réalisais pleinement dans ce que j'aimais faire, dans ce que j'avais voulu faire depuis longtemps. Donc je peux dire que c'était les moments les plus heureux de ma vie. Et même si le dépouillement, ça m'a pris plus d'un an, de 8h30 du matin à 8h30 du soir, pour moi, c'était pas une difficulté. C'était comme aller à la chasse. Je ramenais chaque soir des proies dans mon carnier, et le soir, je dressais ces proies, je les dépeçais. Hein. C'est un peu quelque part il y a cette dimension de chasse, bien sûr civilisée, avec des archives, on ne tue pas de malheureuses petites bêtes, mais il y a cette dimension, donc c'était un plaisir. Et pour moi, les 10 heures par jour, je ne les voyais pas passer. C'est-à-dire que je voulais tellement connaître, en savoir, etc., que pour moi, ce n'était pas une difficulté de travailler de cette manière. Et après, quand j'ai eu donc collecté toute l'information, après ce dépouillement, à l'époque, on faisait encore ça. Alors, je joue les anciennes combattantes, mais c'était encore avec les microfilms, et c'était long et fatigant pour les yeux. Bon, maintenant, avec le numérique, c'est quand même plus rapide. Mais une fois que j'avais fait ça, j'avais commencé à donc élaborer un plan. J'étais très suivi par Jean-Michel Desvoix. Il me suivait très très régulièrement. À Bordeaux, j'ai eu d'excellentes conditions de travail. On me laissait vraiment très libre. Mais j'ai bien passé 6 mois avant de me mettre à écrire. C'est-à-dire que j'avais peur, non pas de la page blanche, mais au contraire de me mettre à écrire. Et il y a une chose que j'ai apprise et que je transmets aux doctorants, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut se mettre à écrire et accepter que ce ne soit pas tout de suite parfait. Et parfois, ça peut paraître évident, mais accepter d'écrire, de se dire, j'y reviendrai une fois, 2 fois, mais accepter l'imperfection et ne pas vouloir faire le chef-d'œuvre tout de suite. Et ça a été un premier enseignement, mais ça a été la plus grande difficulté de la thèse.
Je n'ai pas à me plaindre, j'ai été financée. Alors à l'époque, c'était 900 par mois ou un peu plus, mais c'était pas, même à cet âge-là, l'argent n'est pas vraiment un problème. Si on n'a pas de charge de famille, bon, c'était pas un problème. Donc c'est là que j'ai été le moins payée de ma carrière, mais c'est là que j'ai été le plus heureuse et avec ce sentiment, oui, de plénitude que malheureusement je n'ai jamais retrouvé dans la carrière ultérieure. C'est triste. Qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Alors, le jury était composé donc des professeurs. Alors, outre, Carlos Serrano est décédé quelques mois avant la soutenance, donc il y avait mon directeur Jean-Michel Desvoix, il y avait Vincent Garmendia qui est bon, qu'on connaît peut-être plus, mais qui avait beaucoup travaillé sur le carlisme, qui était donc de Bordeaux, José Carlos Mainer, qu'on ne présente pas, Jacques Maurice, décédé en 2013 et qui a été très important pour moi dans la suite de ma carrière justement, et Paul, Aubert, à Aix-Marseille, spécialiste des intellectuels. Très bien. Et d'une manière générale, quel souvenir avez-vous de la soutenance, du jour de votre soutenance? Alors la soutenance, je dirais que j'ai un souvenir plutôt agréable. Bien sûr, une soutenance, c'est comme un rite d'initiation. C'est-à-dire que, bon, ça c'est mais quelque part, je me suis sentie relativement, à l'aise quand on a travaillé 5 ans sur un sujet. C'est vrai qu'on a une certaine tranquillité d'esprit. Après, c'est un exercice, qui dure 4 heures. J'ai été très soutenue. La salle à Bordeaux était pleine d'amis, de membres de la famille, de collègues, donc ça joue. C'est comme dans les rencontres sportives. C'est-à-dire que c'est vraiment agréable de sentir ces personnes qui vous soutiennent et la soutenance, je dirais, il y a eu 2 choses. Bon, une polémique mineure, mais qui n'a pas porté à grandes conséquences et qui fait partie du jeu, même si sur le coup, on peut être un petit peu offusqué parce qu'on a mis 5 ans de sa vie et on a mis tout son cœur dans sa thèse. Mais bon, avec le recul, c'est vraiment pas grave et je me suis globalement alors c'est vrai que José Carlos Mañas, je le voyais régulièrement pendant toute la thèse, Jean-Michel Desvoix me suivait, mais je me suis sentie, disons, comprise. J'ai senti que ce que je voulais montrer avait été compris et donc voilà, globalement, c'est une épreuve bien sûr, hein, mais une épreuve d'initiation et j'ai plutôt un souvenir, agréable de cette, soutenance, même si bien sûr ça vous vide de votre énergie pour quelques jours. Oui, j'imagine. Dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-elle été façonnée par les recherches de votre thèse? Alors, d'abord, je dirais par les thématiques, c'est-à-dire que bon, évidemment, ces thématiques-là, j'ai continué. Je pense que je vais tourner la page, après 1922, après l'anniversaire de la marche sur Rome. Mais évidemment, ces thématiques, j'ai continué à les travailler. Bon, du point de vue du travail et des méthodes, j'en suis arrivé à une conclusion, qu'effectivement, une recherche, on peut la faire à tout moment. Mais cette continuité, je dirais, ça a façonné le travail, la persévérance, la continuité, le goût de l'effort, je dirais. Après, c'est évident et on me l'avait déjà dit qu'on ne peut pas retravailler de la même manière, je dirais monomaniaque et plus tard, hein. C'est ça que je dirais. Et si, comme enseignante-chercheuse, je dirais aussi que, hem, la thèse m'a appris à me garder de l'anachronisme et des biais qu'on peut avoir en étant originaire d'un pays et on peut l'appliquer à une religion, à une race. C'est-à-dire que, je suis partie avec un point de vue de française de 1995 et donc en me préoccupant des questions des intellectuels français, avec le regard de la postérité et je suis arrivée avec, un point de vue alors bien sûr, je n'ai pas le point de vue espagnol, mais en essayant de me rapprocher au maximum du point de vue espagnol et des années de l'entre-deux-guerres et quand j'étudie des documents historiques avec les étudiants, j'essaye toujours de leur donner cette ligne de travail. C'est-à-dire essayer de se rapprocher, un commentaire de document historique, c'est essayer de se rapprocher au maximum, d'une époque et d'un pays. Et on peut l'appliquer aussi à tous les pays d'Amérique hispanique. Avez-vous relu votre thèse? Je l'ai relu, oui, une fois, mais beaucoup plus tard en vue de la publication en 2014. Pendant des années, c'est quelque chose qui arrive souvent, je crois, chez beaucoup de docteurs, c'est on ne veut plus voir la thèse, on ne peut plus la voir en peinture et pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai donc relue, oui, en 2014, une seule fois et je ne pense pas la relire, Après, non. non, je ne pense pas.
Quel conseil pourriez-vous donner à de jeunes doctorants? Alors, les jeunes doctorants, la première chose que je leur dis quand ils viennent me voir, je pourrais, j'ai des sujets en réserve et je pourrais leur donner des sujets s'ils m'en demandent, mais j'essaye d'abord plutôt que des conseils d'ailleurs, c'est il faut que ça vienne d'eux. Il faut qu'ils aient une préoccupation de connaissances, un problème à résoudre. C'est-à-dire que sinon, ils ne tiendront jamais 3, 4 ou 5 ans s'ils n'ont pas une préoccupation qui vienne d'eux et pas seulement de je veux faire une thèse parce que je veux un poste. Ces gens-là, je les informe évidemment. Donc ça, c'est une première chose, c'est ayez un sujet qui est à vous, qui vous intéresse vous, une inquiétude comme on dit en espagnol, et j'aime beaucoup cet emploi étymologique du mot, c'est-à-dire quelque chose qui vous meut, qui vous fait, et qui ne soit pas le pouvoir ou qui ne soit pas simplement la carotte d'un poste à l'université qui est extrêmement hypothétique. Donc ça, c'est une première chose. Après, les conseils, je dirais, c'est plus des avertissements, c'est-à-dire c'est un travail qui est long, c'est un travail d'endurance. Alors bien sûr, après, il y a les conseils de méthode pour les doctorants, mais bon, on passe par les étapes obligatoires, les états de la question, quelle méthodologie on va employer, quelle base théorique. Bon, et voilà, après, il y a des conseils plus pratiques que l'on donne, mais c'est la première chose que je demande, plus que d'ailleurs conseiller, c'est il faut vraiment que cette chose vous intéresse parce que vous allez en prendre pour de nombreuses années, je dirais. Et est-ce que vous pourriez nous relire la première phrase de votre thèse, s'il vous plaît? Et le titre, c'était donc la représentation du fascisme dans la presse espagnole, trompe-l'œil et ligne de partage. Et la première phrase de la thèse, vous voyez si je la connais bien, c'était au commencement était le berceau italien, comme toutes les autres nations, l'Espagne s'est penchée dessus.